Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeuch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous qui se propose aujourd'hui et à l'occasion de la tenue à Tunis les 24, 25 et 26 octobre du 19e congrès national de l'Association tunisienne d'urologie de se consacrer aux lithiases urinaires, plus communément appelées calculs. Au sommaire de notre émission Actu Santé, plein feu sur le 19e congrès national de l'ATU, l'Association tunisienne d'urologie, son programme scientifique, les thèmes débattus, les avancées de la médecine avec un zoom sur le PET scan, indication et interprétation. Dans À la Une, découvrez l'essentiel sur la lithiase urinaire, cette pathologie liée à la formation d'un ou plusieurs calculs dans les voies urinaires. Enfin, dans Fais pas ci, fais pas ça, les médecins ici présents tireront la sonnette d'alarme, dénonçant ces mauvais gestes, ces attitudes qui peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Rafiq El-Kemel, chef du service d'urologie au centre hospitalo-universitaire de Kérouan, président de l'association tunisienne d'urologie, l'ATU, le professeur Mohamed Chbil, chef du service d'urologie au centre hospitalo-universitaire de Charles-Nicolle, président du congrès national d'urologie, le professeur Mohamed Cherif, trésorier de l'ATU, ancien professeur au service d'urologie de l'hôpital Charles-Nicolle, et le docteur Mejdi Maharsi, médecin nucléaire, membre fondateur de la Société tunisienne de médecine nucléaire. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. L'actu santé. En ce moment se tient le 19e congrès national de l'Association tunisienne d'urologie, l'ATU. Alors, quels sont les principaux intervenants? Quel est le programme? Quels sont les thèmes principaux? Nous allons en parler tout de suite avec nos invités. On va peut-être commencer par présenter l'ATU, l'Association tunisienne d'urologie. Avec vous, professeur Rafiq El-Kemel, vous avez fait le déplacement de Kérouan. Merci beaucoup. Vous êtes chef du service d'urologie au centre hospitalo-universitaire de Kérouan et président donc de l'association tunisienne d'urologie. Merci Madame Denis Echeuch. Nous sommes très heureux de participer à cette émission Santé pour tous. Donc l'association tunisienne d'urologie est une association qui a été créée en 1991. D'accord. Elle a été créée par nos maîtres. Je nomme essentiellement le professeur Habib Boujnah, le professeur Lamine Smida et le professeur Saadedine Zmerli et bon nombre d'autres urologues tunisiens. C'est une association savante non lucrative. Comme objectif, essentiellement, c'est la promotion et le développement de l'urologie en Tunisie. Deuxième objectif, c'est la participation à la formation des jeunes urologues. Et enfin, la collaboration avec d'autres sociétés savantes, notamment les associations européennes, américaines et africaines. La Tunisie compte actuellement à peu près entre 300 et 320 urologues répartis sur toute la Tunisie avec une densité aussi importante dans les grandes villes, essentiellement Tunis, Sousse et Sfax, mais presque tous les gouvernorats comptent actuellement des urologues. Nous, au Kérouan, nous comptons 10 urologues, 5 hospitaliers et 5 de libre pratique. Nous comptons au niveau de notre association, environ 220 inscrits. Nos ressources sont actuellement essentiellement basées sur le sponsoring des sociétés pharmaceutiques et des firmes pharmaceutiques et aussi sur les frais d'inscription au congrès et les frais de cotisation. C'est une association jeune créée en 1991. Nos activités se résument essentiellement à l'organisation d'un congrès national annuel et environ 3 à 4 journées scientifiques réparties entre janvier et décembre. Le bureau directeur compte 8 membres. Il y a 4 membres hospitaliers, universitaires et 4 membres de libre pratique. Donc, cette année, nous avons le congrès qui est entre le 24 et le 26 octobre 2019 à Hammamet. Et nous avons la chance de nommer le professeur Mohamed Chbir comme président de notre congrès. Alors moi je m'adresse à vous, professeur Mohamed Chbil. Souvent les gens ont tendance à confondre néphrologue et urologue. Alors expliquez-nous la différence. Ça n'est pas la même chose. Les deux, on s'occupe du rein et des voies urinaires. Mais le néphrologue s'occupe de tout ce qui concerne le tissu rénal. Par contre, l'urologue s'occupe beaucoup plus du côté chirurgical, c'est-à-dire du rein lui-même, mais des voies urinaires. Et aussi des organes qui entourent le rein, de la surrénale, des organes qui sont dans le rétropéritoine. Donc, c'est quand même un peu différent,
bien qu'on travaille sur le même organe. Voilà, cette mise au point étant faite, je me tourne vers vous, professeur Mohamed Cherif. Vous êtes trésorier de l'ATU, l'Association tunisienne d'urologie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les grandes lignes de ce congrès, le 19e, qui a donc démarré le 24 ? Merci beaucoup pour l'invitation. Le Congrès national d'urologie, ce 19e congrès, le but c'est de parler de l'actualité en urologie et de parler des thèmes qui sont la pratique quotidienne des urologues tunisiens. Nous, au sein de l'Association tunisienne d'urologie, l'idée c'était de diviser les sous-spécialités urologiques en comités. Donc chaque comité va présenter ses travaux. Pendant une année, il prépare des conférences et chaque comité invite des orateurs étrangers. Et on a des sessions comités. Cette année, ce qu'on a fait de plus, c'est d'inviter plusieurs associations internationales, à savoir l'Association française d'urologie va être présente, deux éminents orateurs, professeur Gamé et de la Taille, ainsi que l'Association africaine d'urologie, la PAUSA. Donc il y aura des sessions de comité, des sessions d'associations internationales de renommée. En plus, on a une convention avec l'Association européenne d'urologie, qui chaque année, ils viennent bénévolement, bénévolement gratuit, oui. pour donner des cours pour les résidents. Les résidents, c'est les médecins spécialistes en formation. Ça se passe pendant le congrès ou indépendamment dans l'année ? Ça se passe la première journée, donc hier. Le thème, c'était l'infertilité. D'accord, oui, c'est un sujet ô combien pointu et d'actualité. Et donc, on a eu l'honneur d'avoir deux orateurs de renommée, un italien et un anglais. Et donc, le premier jour, c'est toujours dédié pour les résidents. Jeudi, vendredi, samedi, on entre dans le vif du congrès. Donc, cette année, on aura le comité d'oncologie, tout ce qui est cancer urologique, va présenter ses travaux préparés pendant cette année. Le comité d'urètre et de reconstruction de l'urètre, comité d'andrologie. Et la deuxième journée est dédiée à la célioscopie et à la place de la célioscopie en urologie. On a deux orateurs étrangers aussi d'Allemagne qui vont venir et nous présenter des vidéofilms, et bien sûr en association avec les urologues locaux pour discuter des différents thèmes. Donc voilà, c'est à peu près les grandes lignes de notre congrès. Bien sûr, les sociétés pharmaceutiques vont présenter des symposiums, ce qu'on appelle un symposium, pour parler des actualités de leurs produits et de l'impact sur notre spécialité. D'accord. Alors, quels sont les thèmes principaux, professeur Mohamed Chibili? Vous êtes le président de ce congrès. À l'instant, le professeur Mohamed Chibili a cité l'infertilité du couple, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres thèmes. Exactement. Il y a plusieurs thèmes. Donc, il y a l'infertilité du couple. Il y a tout ce qui est oncologie, c'est-à-dire les tumeurs du rein, de la vessie, de la prostate, qui vont être débattues dans des séances séparées. Il y a la pathologie de l'urètre, c'est le canal par lequel sort l'urine vésicale, avec donc ces pathologies et ces traitements. Il y a aussi une autre pathologie dont on va parler, qui est l'incontinence urinaire. Donc il y a des techniques de traitement et la rééducation. On va parler beaucoup de techniques chirurgicales et célioscopiques. De même, on va parler un peu d'une pathologie qu'on voit de moins en moins en Tunisie, qui est la fistule vésico-vaginale. Enfin, on va parler aussi du PET scan, qui est nouveau en Tunisie et qui nous rend beaucoup de services. Alors là, on rentre en plein dans les avancées de la médecine. Alors zoom sur le PET scan et on a une occasion en or de savoir de quoi il s'agit exactement. Docteur Mejdi Maharsi, vous êtes membre fondateur de la Société tunisienne de médecine nucléaire. Vous êtes vous-même médecin nucléaire. Alors qu'est-ce que c'est que le PET scan ? En fin de compte, l'imagerie fait partie intégrante de l'exploration des différentes pathologies. Donc là, dans ce thème, aujourd'hui avec la Société d'urologie, donc on va traiter des thèmes annoncés par les collègues, comme la lithiase, comme le cancer de la prostate, comme les reins. Et l'imagerie, d'une façon générale, ne cesse pas de progresser, d'évoluer, comme toute technique. Et là, la nouveauté, c'est vrai que cette technique d'imagerie par PET scan, qui est une nouvelle technique. Donc elle a été introduite en Tunisie il y a environ 4 ans. Alors le PET scan, on appelle ça tomographie par émission de positron ou TEP en français, mais ça ne nous avance pas du tout, docteur. En fin de compte, c'est une imagerie qui est basée sur l'émission du positron, c'est-à-dire on va injecter une petite quantité de molécules radioactives.
cette molécule qui a une affinité pour un organe de façon générale. C'est sans risque, là? Vous nous injectez quelque chose de radioactif dans le corps? Sans aucun risque, puisqu'il s'agit de très faibles quantités. D'accord. Donc on vit, il faut savoir qu'on vit dans un environnement de radioactivité. Oui. Le sol est irradiant, donc c'est une question de quantité utilisée. Mhm. Donc là, on injecte au patient donc une petite quantité de molécules radioactives, et cette molécule a la particularité d'être captée par les cellules cancéreuses. D'accord. Et puis l'imagerie par PET scan, c'est une imagerie en une seule fois du corps entier. Mhm. Ça va révéler tous les foyers de cancer. D'accord. Soit Un qu'il peu s'agit pardon, de primitifs, D'accord. c'est-à-dire la localisation primitive, et aussi, ce qui est important, c'est les métastases, les localisations secondaires, ce qu'on appelle généralement les métastases. C'est comme dans le temps, quand on faisait un arbre urinaire avec un produit iodé pour voir un petit peu comment ça circulait dans le corps. Là, vous le dites, ce produit légèrement radioactif va se fixer sur les tumeurs ou métastases, et donc vous allez voir tout de suite ça sur l'écran en disant tiens, il y a quelque chose là et là, et c'est l'ensemble du corps. Donc. Justement, car cette molécule, elle suit la physiologie de la cellule cancéreuse. Donc elle va être captée par les cellules cancéreuses, et puis elle va être visualisée sur l'imagerie, peu n'importe son siège. Et c'est ça la force de cette technique d'imagerie. Donc ça va permettre de montrer le cancer et éventuellement les autres sites. Voilà. Donc s'il y a d'autres sites, et ça c'est important pour la prise en charge thérapeutique après. D'accord. Donc non seulement ça va détecter une tumeur cancéreuse et ou des métastases, mais je crois aussi que ça peut surveiller leur évolution. Justement, ça va servir aussi pour évaluer une thérapie, pour suivre, pour voir si ce cancer, si ces lésions répondent bien à un traitement ou pas. Et ça, c'est important pour décider éventuellement de changer la thérapie au moment opportun. Alors rassurez-nous encore une fois, lorsque on va introduire ce produit légèrement radioactif dans le corps, d'abord il a une durée de vie limitée, je crois, et il n'y a aucun risque d'être irradié comme à Tchernobyl. Hein. En fin de compte, cette technique, elle est ancienne. La technique de la médecine nucléaire, d'une façon générale, elle est en Tunisie depuis les années 70. Et on utilise ça pour différents organes. Et on a l'habitude avec nos collègues, nos amis urologues, pour faire ça en urologie, par exemple, pédiatrique, chez l'enfant. Donc, et on préfère ces examens, ce qu'on appelle les examens de scintigraphie ou bien d'exploration isotopique, chez les enfants. On les préfère par rapport à certaines explorations radiologiques, en fait, par le fait que le faible niveau des radiations. Donc c'est de faibles quantités de molécules radioactives. Concrètement, on va raconter les différentes étapes. Comment se passe un PET scan? La première étape, par exemple, vous allez commencer par injecter cet isotope, la molécule, elle va se fixer sur les masses. Elle va diffuser au début partout, donc par voie sanguine, et elle va être captée d'une façon préférentielle après par les cellules cancéreuses. Ça prend combien de temps? Ça le prend temps que presque 1 heure. D'accord. Donc après 1 heure de temps, le patient passe sous machine, imagerie de tout le corps. C'est comme la table pour le scanner, là? Ça ressemble beaucoup à un scanner. L'équipement donc, ressemble beaucoup à un scanner. Et donc l'imagerie... On passe à travers le tube, là aussi? En fin de compte, il y a le tube et il y a le détecteur de la molécule radioactive. Donc c'est un combiné, cette machine. C'est une révolution technologique. Là où il y a un combiné. Donc on peut, avec la même machine, donc, détecter, faire l'imagerie d'émission. Oui. Du tube et l'imagerie de détection de la molécule radioactive. On aura 2 types d'imagerie, donc une imagerie morphologique et l'imagerie du scanner, et l'imagerie fonctionnelle, et après on va fusionner. Et les foyers qui vont métaboliser, c'est-à-dire les foyers tumoraux, les tumeurs, qui ont métabolisé, qui ont fixé cette molécule, donc on va les localiser pour savoir si cette tumeur, elle est à quel niveau, c'est-à-dire elle est au niveau de la prostate, elle est au niveau de l'os, elle est au niveau du foie. Donc là, c'est une évolution technologique. Là, on peut faire la fusion d'images entre l'imagerie morphologique et l'imagerie fonctionnelle. Et ça va vous permettre de visualiser des tumeurs qui, à cause de leur petite taille, ne sont pas toujours visibles aux examens radiologiques classiques, en fait. Soit la taille, on peut détecter des tumeurs de petite taille, soit que le siège inhabituel, soit que ce sont des lésions qui sont à l'échelle métabolique et n'ont pas de traduction scintigraphique. Par exemple, les lésions qui sont au niveau de la moelle osseuse, donc il n'y a pas de destruction osseuse, donc à un stade infraradiologique. Et le PET scan va faire la différence entre une masse bénigne non cancéreuse et une tumeur cancéreuse?
Généralement, ça c'est bien sûr l'expérience. Dans la Est-ce lecture de ces Oui, il y a une examens, activité différente. ça donne des aspects différents. Et après, donc, il y a le contexte. Quand on fait ces examens, on les fait dans un contexte de cancérologie. Donc là, on est orienté plus cancérologie. Évidemment, donc là, les aspects sont différents. Donc on sait faire la part des choses entre des lésions tumorales et d'autres types de lésions. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avec le PET scan? Est-ce qu'il demande par exemple une préparation particulière? Est-ce qu'il faut être à jeun lorsqu'on va suivre un PET scan? Justement, le patient doit être à jeun pour que la glycémie ne soit pas très élevée, puisque là, la molécule qu'on injecte, elle est à base de glucose. En fait, le principe, c'est que la cellule cancéreuse, elle consomme beaucoup de sucre. Donc la molécule radioactive, elle est fabriquée autour de la molécule de glucose. Donc c'est important que le patient soit à jeun, c'est important que la glycémie ne dépasse pas les 2-3 grammes. C'est-à-dire qu'il faut pas que le patient Sinon ça risque de fausser les résultats. Ça risque éventuellement de fausser. Et là, la seule situation où il ne faut pas pratiquer cette technique, c'est la femme enceinte. Sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications. Et il n'y a pas de phénomène d'allergie comme pour les produits au fluor ou... Non, pas particulièrement. Merci pour toutes ces explications. Comme disait Feu, ma grand-mère, ce soir on dormira moins bête parce qu'on en a beaucoup appris. Mais dites-nous, le PET scan, est-ce qu'on en a au niveau des hôpitaux ou bien il n'y en a-t-il qu'un au niveau du privé sur Tunis? Qu'en est-il réellement? Il y en a une installation donc, dans le secteur privé depuis 4 ans. Et maintenant, la bonne nouvelle, donc, il y a 3 nouvelles machines qui ont été installées en même temps. Donc, dans 3 services hospitaliers. Donc, c'est à l'Institut Salah Aziz à Tunis, à l'hôpital Sahlou Sous et au CHU Habib Bourguib Sfax. Les machines sont installées, ils vont être fonctionnels d'ici peu de temps. Ah bah bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci à vous. À la une. La lithiase urinaire est une pathologie fréquente et récidivante pouvant évoluer de longues années à bas bruit, tout comme nécessiter un traitement en urgence et engager le pronostic vital. Tout de suite, découvrons l'essentiel sur cette maladie et sa prise en charge avec nos médecins spécialistes ici présents. Alors la première question que je poserai, qu'est-ce que les lithiases urinaires? Professeur Rafiq El-Kem. Donc, les lithiases urinaires, c'est défini comme étant la formation des cailloux au niveau des voies urinaires. C'est au niveau des voies urinaires, de la papille urinaire jusqu'au mia urétéral et même au niveau de la vessie. C'est la formation des cailloux. Généralement, c'est des cristaux de calcium, d'oxalate de calcium ou bien d'autres constitutions. Donc, c'est une pathologie qui est malheureusement fréquente. Nous n'avons pas de travaux tunisiens sur le plan épidémiologique, mais on estime que 1 à 2% de la population peuvent un jour ou l'autre développer un calcul au niveau du rein. Donc c'est une pathologie qui ne dépasse pas 5%. Donc c'est une pathologie aussi qui pose un problème de santé publique, puisque c'est la première cause de consultation en urgence en matière de douleur. Presque 40% des douleurs qui consultent aux urgences, c'est d'origine rénale. On appelle ça la colique néphritique. C'est la douleur typique des calculs. C'est une autre pathologie aussi qui est caractérisée par la récidive. C'est 40 à 50% des calculs, quel que soit le traitement, peuvent récidiver. Donc, nos efforts doivent se concentrer sur la prévention de ces récidives. C'est très important parce que la majorité, comme je l'ai dit, 40 à 50% récidive. C'est une cause fréquente de complications. C'est essentiellement de complications infectieuses et que peut être aussi cause d'insuffisance rénale chronique. Malheureusement, c'est à peu près 1% des malades lithiasiques peuvent développer une insuffisance rénale chronique et terminale, d'où l'intérêt de la prévention. Professeur Mohamed Chbil, moi j'aimerais comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de lithiase, c'est pas spécifiquement urinaire, hein. Donc la lithiase, c'est la présence de calculs dans un organe. Mais en fait, à part la vessie, hein, les voies urinaires, en fait, c'est notre sujet du jour. On peut en trouver souvent du côté dont vous avez parlé des reins, mais également la vésicule. Oui, alors, à chaque fois qu'il y a des concrétions qui se forment au niveau d'un canal, on parle d'une lithiase. Donc dans les voies urinaires, c'est une lithiase urinaire. Dans la vésicule biliaire, c'est une lithiase de la voie biliaire. Ça peut être la vésicule biliaire ou la voie biliaire principale. Même au niveau des canaux lacrymaux, c'est-à-dire là où passent les larmes, on peut avoir des lithiases. Ah bon? Ah oui, oui. Dans tous les canaux, il suffit qu'il y ait une formation de calcaire, de calcul, et on parle d'une lithiase. Donc, ça n'est pas propre à l'appareil urinaire. Mais
elles n'ont pas toutes la même physiopathologie, c'est-à-dire que les causes sont différentes d'un organe à l'autre. C'est bien clair. Il ramasse chaque jour un caillou. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel anatomique de l'appareil urinaire et le rôle du rein? Donc le rein, c'est l'organe qui va débarrasser l'organisme des substances qui sont inutiles et nocives. Donc il va filtrer le sang et il va tirer les substances qui ne servent à rien, qui vont constituer l'urine. D'accord. Mais le rein participe aussi à la formation de l'hémoglobine au niveau du sang. Donc le rein a plusieurs autres fonctions. Celle qui nous intéresse en tant qu'urologue, c'est beaucoup plus la dynamique des voies urinaires et comment s'écoule l'urine et les obstacles qui peuvent s'opposer à l'écoulement urinaire. C'est clair. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde, en Tunisie, professeur Elafir Elkem? En Tunisie, on a des études anciennes, des études qui ont été faites au niveau d'un CHU à l'hôpital Charnikol. C'était publié par le professeur Mohsen Ayed et on estime que la fréquence des calculs, c'est 1 à 2% au niveau de la population tunisienne. Mais on n'a pas, c'est pas trop fréquent quand même. Alors. On n'a pas actuellement de chiffres exacts. Mais par rapport à la littérature, il y a des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 15% des calculs au niveau des populations. Mais nous, en Tunisie, on va démarrer une étude épidémiologique très prochainement pour bien définir la fréquence des calculs urinaires. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Au fait, c'est une excellente question. Pourquoi une personne ferait un calcul urinaire ou une lithiase et une autre personne ne ferait pas? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui favorisent la formation de calcul. Il y a ce côté héréditaire. On sait très bien qu'il y a des familles de lithiasiques. Ouais. Mais surtout, c'est une hygiène de vie. Pourquoi une personne forme un calcul? C'est en général quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, qui mange beaucoup de sucreries, qui mange beaucoup d'aliments hypercaloriques. Il y a la notion de sédentarité, le manque d'exercice physique. Avant, il y avait beaucoup de lithiases qui se formaient à cause des infections urinaires. Maintenant, on les voit de moins en moins parce qu'on traite mieux les infections urinaires, mais malheureusement, sous nos cieux, ça reste une cause fréquente. Donc l'infection, la sédentarité, la malbouffe, si on peut dire ça comme ça. Ou pas que, les excès alimentaires, on m'a dit en calcium ou en acide urique, donc là c'est pas de la malbouffe, c'est des gens qui vont manger trop riche, trop... Au fait, nous, quand on traite des patients, ce qu'il faut, c'est une alimentation qui est normocalcique. Parce que si une alimentation elle est hypocalcique, ça peut créer d'autres types de calculs. Mais malheureusement, ce qu'on voit en Tunisie, c'est qu'il y a une consommation excessive de boissons gazeuses et une consommation excessive de fast-food et de nourriture rapide. Donc ça, c'est des aliments qui sont très salés et qui vont créer la formation de calcul. La prise de certains médicaments peut favoriser la formation de calcul? Oui, tout à fait. On sait que la prise de certains médicaments va favoriser la formation de calcul. On connaît l'impact des traitements pour le HIV. Donc ça forme un certain type particulier de calcul. Je voulais aussi donner quelques chiffres, c'est que en général, les calculs, on les voit chez les patients jeunes. C'est entre 30 et 50 ans, et on le voit plus chez l'homme que chez la femme. Donc ça, c'est des chiffres connus de par le monde. Moi, je vais ajouter qu'il y a ce qu'on appelle les lithiases métaboliques qui se voient beaucoup chez l'enfant. Chez l'enfant, souvent, il y a un problème métabolique, c'est-à-dire une substance qui, dans le sang, existe en grande quantité, et donc il peut former des calculs. Et là aussi, il y a des maladies héréditaires et des maladies familiales, comme la cystine, par exemple, ou bien l'oxalose. Ce sont des maladies qui existent beaucoup chez l'enfant et qui sont la cause principale de la formation des calculs. Il y a aussi des modifications du pH urinaire, c'est-à-dire l'acidité. Les urines qui sont très acides ou bien très basiques peuvent favoriser la formation des calculs. Là, et l'acidité des urines, elle va dépendre aussi de ce que l'on consomme. Entre autres, du régime. Du régime alimentaire. J'ai tout mangé le chocolat. Les gens pensent souvent que si on mange trop de chocolat ou bien dans les épinards, si on prend trop de calcium, ça va provoquer des calculs, ou si on consomme excessivement des abats, de la viande, là aussi, ça augmente le taux d'acide urique, donc on risque d'avoir des calculs. C'est vrai, c'est faux? Oui, donc ce ne sont pas des idées reçues, c'est des réalités, mais elles surviennent chez certaines personnes. C'est-à-dire qui sont prédisposées déjà. Exactement, il y a la notion de prédisposition à former des calculs, et c'est pourquoi nous, on conseille, surtout aux malades qui ont déjà eu des calculs, quand ils nous disent « qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cela ne récidive pas ?» Alors, on analyse le calcul, et en fonction de sa composition, par exemple, les épinards, le chocolat, peut donner surtout des calculs d'oxalate. Donc là, on leur conseille de diminuer la prise de ces substances-là. Donc, c'est important. En fait, les calculs sont composés différemment. Le plus souvent, c'est à base d'oxalate de
calcium ou de phosphate de calcium, et il y a une minorité qui serait formée d'acide urique. Oui, donc la principale... Donc vous allez analyser les beaux cailloux que m'a amené le professeur Rafiq El-Kemel, parce que là c'est quelque chose, c'est fou les calculs que vous nous avez ramenés là de Kérouan. Merci. Donc j'ajoute une autre chose sur le plan physiopathologie, c'est les causes organiques. Il y a des patients qui ont une malformation urologique organique et ils ont une sténose au niveau de la jonction, un mauvais vidange de l'appareil urinaire, ils développent des calculs par la stase des urines et par l'infection. On appelle maladie de la jonction méga-urtère. C'est parmi les causes qui favorisent la formation des calculs. Je reviens à votre question. 85% des calculs sont d'oxalate de calcium ou de phosphate de calcium et le reste à peu près c'est d'acide urique. Mais vous les analysez les cailloux là, on les quand analyse vous les obligatoirement pour les malades qui ont des calculs bilatéraux. Les calculs récidivants, on appelle ça analyse spectrophotométrique des calculs pour avoir la composante exacte des calculs. Alors vous n'êtes plus urologue, vous êtes géologue là, messieurs. Non, nous on adresse au laboratoire de biochimie qui analyse ces calculs et à travers les résultats, on va diriger les patients et le conseiller à un certain régime propre à ce type de calcul pour éviter des récidives fréquentes. Mais là, honnêtement, vous m'avez impressionné, vous m'avez ramené d'énormes cailloux. Il ramasse chaque jour un caillou. C'est-à-dire que si c'était pas vous, je vous sais sérieux, le professeur Rafiq El-Kemel, voilà, j'y croyais pas quoi, de si gros cailloux à l'intérieur du corps humain. Oui, il y a des calculs qui peuvent aller de 3 mm jusqu'à 5, 6, 7 cm. Les gros calculs, on les appelle des calculs coralliformes parce qu'ils ont la forme d'un corail. Oui. Il y a les autres calculs qui se développent, ils peuvent se développer n'importe où au niveau des cavités urinaires. Ils peuvent épouser toutes les cavités, on appelle ça coralliforme. Ils peuvent aussi se former au niveau de la vessie, au niveau des uretères, au niveau du conduit qui conduit les urines entre le rein et la vessie. Donc, la taille, c'est pas très important, ça dépend de l'ancienneté. Généralement, les gros calculs qui se développent ne donnent pas beaucoup de douleur. C'est pourquoi ils ont le temps d'augmenter de volume. De volume. Alors justement, venons-en, puisque vous parlez de douleur. Quels vont être les symptômes, les signes d'alerte? Parfois, ça passe inaperçu et parfois, c'est douloureux. Professeur Mohamed Cherif. En fait, comment on découvre ces calculs? Le plus souvent, c'est des calculs qui vont générer des signes cliniques, des symptômes. Donc en général, c'est quelqu'un qui va consulter en urgence pour des douleurs au niveau de la fosse lombaire, du côté de son abdomen. C'est des coliques néphrétiques. Aïe, j'ai mal. Ce que je sens là, c'est pas normal. Donc c'est en général des douleurs à début très aigus, des douleurs qui sont associées en général à des signes urinaires. Donc il se plaint de brûlures au niveau de sa miction. Ou bien il a tout le temps envie d'uriner, il n'y arrive pas. C'est une pollacurie, c'est la fréquence qui augmente pour cette envie d'aller uriner. Des fois c'est un peu de sang dans les urines. Donc ça c'est des signes qui vont nous orienter vers l'appareil urinaire. Avec cette douleur à début très aigu, cette douleur qui n'est pas calmée par la position. Et des fois, il y a des signes digestifs accompagnateurs de la douleur des reins. D'ailleurs, souvent, on peut s'orienter vers une appendicite ou un problème urgent chirurgical alors que c'est un problème purement urinaire. Grâce aux explorations radiologiques classiques, la radio standard, l'échographie ou mieux le scanner non injecté, on fait le diagnostic et là, il faut traiter bien sûr l'urgence. Et tout dépend de la taille du calcul, de son siège et de son retentissement sur le rein. Là, vous avez parlé des coliques néphrétiques. Est-ce à dire qu'automatiquement, lorsqu'il y a lithiase urinaire, cela va provoquer des coliques néphrétiques? Non, pas forcément. Si le calcul il crée une obstruction, s'il descend du rein vers les conduits urinaires, à savoir l'urtère, donc l'urtère il est fin et son diamètre il fait 4 à 5 mm. Donc vous imaginez qu'un petit calcul va obstruer ce conduit et cette obstruction va créer une pression au niveau du rein, d'où la douleur. Aïe, j'ai mal. Ça, c'est la colique néphrétique. Bien sûr, le patient peut consulter pour des troubles urinaires banaux, une brûlure, du sang dans les urines. Et là, en explorant, on va trouver les calculs. Donc, il y a d'autres formes de manifestations qui peuvent nous mettre sur la voie d'un calcul, mis à part la crise de colique néphrétique. Bien sûr. Il y a aussi, bien évidemment, l'infection qui reste fréquente sous nos cieux et une infection qui revient, on appelle ça récidivante. Il peut être un calcul urinaire qui fait que ce corps étranger appelle les germes et fait que le patient fait des infections à répétition. Professeur Mohamed Dechbil, comment va se faire le diagnostic? Il se fait déjà à l'examen clinique, à l'interrogatoire. Souvent, on trouve que le malade a des antécédents d'élimination de calcul. Il vous dit « Ah oui, c'est à l'occasion d'un voyage, j'ai fait
plein de secousses, je n'ai pas bu beaucoup d'eau, et là j'ai eu la douleur. Et donc déjà, on a un interrogatoire qui peut être évocateur. L'examen clinique physique est souvent normal, mais on demande au malade dans tous les cas de recueillir ses urines pour récupérer éventuellement s'il élimine un calcul pour l'analyse. Alors sinon, on va demander des examens radiologiques et des examens biologiques. Les examens radiologiques, l'examen le plus facile, c'est la radio sans préparation, la radio au rayon X qu'on fait classique, et associée avec une échographie de l'abdomen. Là, ça va nous aider à déterminer la taille du calcul et puis son emplacement. Voilà, elle nous donne au moins le diagnostic, on sait que c'est un calcul, et une fois on sait que c'est un calcul, on va voir est-ce qu'il est radio-transparent, ce qui évoque plutôt un calcul d'acide urique, ou bien radio-opaque, sur tous les calculs calciques, quelle est sa taille, quel est son emplacement. De plus en plus actuellement, quand on a la facilité d'avoir un scanner, on fait d'emblée un neuroscanner qui, lui, va nous donner tous ces renseignements d'un seul coup, c'est-à-dire le calcul, le nombre, où il siège, le retentissement, et puis sa densité, parce que le scanner nous permet d'avoir ce qu'on appelle la densité du calcul. Les calculs qui sont très denses, c'est du calcium, et les calculs qui sont très peu denses, c'est de l'acide urique. Pardon, et le bilan biologique, il va servir à quoi alors lui ? Alors le bilan biologique, il y a deux volets. Il y a le CBU, c'est-à-dire l'examen bactériologique des urines, oui, pour voir est-ce qu'il y a une infection ou pas. D'accord. Parce que le traitement ensuite va dépendre s'il y a une infection ou pas. Et puis l'examen va comporter aussi des dosages du calcium, des phosphates, de l'acide urique. La quantité de minéraux. Voilà, la quantité de minéraux dans le sang et dans les urines, celle-là, elle va être faite pas au moment de la crise, mais surtout à distance, en régime normal, pour voir qu'est-ce qui est augmenté dans le sang ou bien dans les urines et qui pourrait expliquer la formation de ces calculs, auquel cas, si on trouve une cause, en traitant la cause, le malade ne refera plus de calculs dans l'avenir. Peut-il exister des complications ? Oui, bien sûr. Donc, la pathologie lithésique est une pathologie susceptible de compliquer. On peut avoir une expulsion spontanée du calcul, ça dépend de la taille. Et au moment d'expulsion, c'est les douleurs et parfois le saignement au niveau des avenues urinaires. On appelle ça hématurie. Mais la complication la plus fréquente, c'est l'infection urinaire. Tout calcul est susceptible de s'infecter et de provoquer une infection urinaire. C'est la complication la plus fréquente. La deuxième complication, lorsqu'il y a un rein unique fonctionnellement ou deux reins, ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë. Oui. On peut obstruer le rein fonctionnel ou les deux reins. Ça donne une anurie, c'est-à-dire le patient reste 24 heures sans uriner. C'est une complication grave. Oui. Ça met en jeu le pronostic vital et le pronostic fonctionnel. Il y a aussi les complications mécaniques. Un calcul avec l'obstruction peut détruire le rein progressivement avec une dilatation importante. Ça réduit le parenchyme jusqu'à la destruction complète du rein. Ça, c'est essentiellement les trois groupes des complications, les complications infectieuses, les complications fonctionnelles et les complications mécaniques. Et parfois, on parle même d'une infection qui peut se généraliser pour amener jusqu'à la septicémie. Oui, c'est les complications infectieuses. On peut avoir un choc septique grave avec, on appelle ça, une rétention purulente qui nécessite une intervention chirurgicale urgente pour drainer les urines. Ça s'appelle une complication grave qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Ça fait partie des complications infectieuses de la lithiase. Est-ce que vous rencontrez parfois des cas particuliers, je ne sais pas, des enfants, des femmes enceintes, des personnes sous dialyse ? Oui, justement. Donc ça, c'est les formes graves, formes cliniques qu'on rencontre tous les jours. Pour les enfants, il faut s'acharner à trouver une cause, parce qu'un enfant qui fait un calcul, il faut absolument trouver une étiologie pour la traiter, pour éviter qu'il détruise ses reins, pour éviter qu'il passe en dialyse. Pour la femme enceinte, on sait très bien que les femmes enceintes ont une hypercalciurie. Ça veut dire que le calcium augmente dans les urines, donc ils sont plus susceptibles de former des calculs dans les voies urinaires. Avec la dextrorotation, l'utérus de la femme gravide enceinte va pousser avec le bébé dans l'utérus à droite, donc ils font beaucoup de coliques néphrétiques à droite. Le problème chez la femme enceinte, c'est qu'on ne peut pas explorer par les radios standards, on ne peut pas faire de radio, les rayons sont contre-indiqués chez l'enfant. Pour le fœtus, bien sûr. Le scanner, c'est selon l'âge, donc on va explorer que par l'échographie. Pour les gens en dialyse, pour nous, on ne voit pas beaucoup de calculs chez les dialysés, parce qu'en général, ils n'ont pas d'urine. Autre forme, c'est le diabétique. Nous, c'est un facteur de risque chez nous, parce qu'un diabétique qui forme un calcul qui s'infecte, il est un peu immunodéprimé, donc c'est beaucoup plus grave. Il y a des formes qui sont très graves. Il y a la pyélonéphrite emphysémateuse chez les diabétiques, c'est une infection qui peut être mortelle. Donc il faut une prise en charge très rapide et des fois on est contraint à enlever tout le rein pour éviter que ce germe s'éparpille dans le corps et qui peut être mortel.
Alors comment va se faire la prise en charge finalement? Il y a plein de questions à vous poser. On commence avec vous, professeur Rafiq Elkem. Merci. Donc pour les calculs, actuellement un calcul diagnostiqué doit être traité parce qu'il risque de se compliquer, il risque d'augmenter de taille. Donc le traitement comporte 3 volets. Premièrement, il faut enlever le calcul. Deuxièmement, chercher une étiologie. Et troisièmement, prévenir les récidives. Donc, comment enlever ces calculs? Ça dépend essentiellement de la taille et du siège du calcul. L'urtère ou l'urètre, ça fait 4 à 5, 6 mm. Donc, pour tous les calculs inférieurs à 6 mm, on peut traiter médicalement par les anti-inflammatoires. Ça pour permettre une expulsion spontanée. Et généralement, au bout d'un certain temps avec le traitement, on peut avoir une élimination spontanée des calculs. Donc des antispasmodiques un peu? Non, les antispasmodiques ne sont pas indiqués. C'est essentiellement les anti-inflammatoires. Pourquoi les anti-inflammatoires? Et des analgésiques pour la douleur aussi, non, j'imagine. Les analgésiques, c'est le deuxième volet après les anti-inflammatoires. D'accord. Pourquoi les anti-inflammatoires? Parce que le passage du calcul va entraîner une inflammation et va entraîner de l'œdème. Oui. L'œdème va favoriser donc l'obstruction. Donc on va traiter l'œdème. Et lorsqu'on traite l'œdème, ça diminue, l'obstruction diminue, on peut avoir l'expulsion. Lorsqu'on traite avec les antispasmodiques, c'est vrai, on va diminuer le douleur, mais ça ne permet pas de laisser le péristaltisme, donc ça évite l'évolution spontanée. Donc le premier volet de traitement, à un certain temps, il faut traiter médicalement. Si avec un traitement bien conduit, bien surveillé, il n'y a pas d'expulsion, donc on passe au deuxième volet. Le traitement de la douleur, c'est autre chose. Donc on traite le calcul maintenant. Le traitement de la douleur, il y a plusieurs paliers. Il y a les anti-inflammatoires, puis les anti-inflammatoires avec les tendalgiques, jusqu'au morphinique, jusqu'au drainage. Ça, c'est le traitement de douleur. Moi, je parle actuellement du traitement, comment enlever les calculs. Oui. Donc on peut le lever par le traitement. Deuxième volet, c'est les traitements chirurgicaux ou le traitement mini-invasif actuellement. Ça dépend de la taille et ça dépend du siège. Pour les calculs au niveau du rein. Donc les calculs au niveau du rein, lorsqu'ils sont inférieurs à 2 cm, le traitement le plus recommandé, c'est la lithotripsie extracorporelle. C'est-à-dire, on pratique à l'aide d'une machine la fragmentation en petits fragments par des ondes, plusieurs types d'ondes, à travers la peau. On va fragmenter les calculs et pour permettre l'élimination spontanée des fragments donc millimétriques. Et ça se fait sous anesthésie? Non, ça se fait sous analgésique. On peut donner des analgésiques uniquement. Chez l'enfant, on le fait sous anesthésie générale. Mais généralement, la majorité des cas sans anesthésie, uniquement des analgésiques. Et là, vous pulvérisez les calculs? On pulvérise les calculs. C'est des rayons qu'on envoie? C'est des ondes de choc. Des ondes de choc. Il y a des piézoélectriques, des chocs hydroélectriques, il y a plusieurs types, ça dépend de la machine. Donc c'est le premier traitement pour les calculs dont la taille est inférieure à 2 cm. Et après, donc le patient, il va éliminer tout seul par les urines. Donc, par les urines, par les voies naturelles. Et là, il va souffrir à la sortie. Oui, il y a les complications, il peut avoir des douleurs, il peut avoir donc un saignement, une hématurie, il peut avoir ce qu'on appelle un empierrement, plusieurs calculs qui s'entassent au niveau de l'urtère. Il y a plusieurs complications, mais généralement 85-90%, ça se passe très bien et les calculs vont s'éliminer spontanément. Deuxièmement, les calculs entre 2 et 3,5 cm, 4 cm. C'est la technique actuellement de choix la plus recommandée, c'est la néphrolithotomie percutanée. C'est-à-dire, on creuse un tunnel à travers la peau, avec ce qu'on appelle un néphroscope, un appareil ou un optique. On va entrer au niveau, à travers la peau, dans les voies urinaires, et on va fragmenter in situ les calculs au niveau des voies urinaires, à travers la peau, à travers ce tunnel. Puis on va ramener les calculs par un matériel spécifique, par des pinces, par des sondes, tout ça. D'accord. Donc c'est la deuxième technique qui est la plus utilisée et la plus recommandée. C'est sous endoscopie? Sous endoscopie, ça s'appelle la néphrolithotomie percutanée. Reste les gros calculs. Les gros calculs, soit la chirurgie... comme les gros cailloux que vous m'avez montré là. C'est la chirurgie actuellement garde encore une place pour le traitement des calculs. Pour les moyens de fragmentation, actuellement, les meilleurs moyens de fragmentation, soit les ondes de choc, soit les sonotrodes, on appelle ça, soit actuellement par le laser. Il y a les fibres laser actuellement, les sources laser. On peut fragmenter, pulvériser les calculs. Ça, c'est au niveau du rein. Au niveau des urtères aussi, ça dépend aussi de la taille. Généralement, les calculs inférieurs à 1 cm, on peut faire une urétroscopie, c'est-à-dire avec un endoscope par voie rétrograde. On entre dans les voies urinaires, on va fragmenter les calculs au niveau de l'urtère. Les autres calculs, on peut le casser par la lithotripsie extracorporelle. Et actuellement, on dispose des moyens modernes, c'est-à-dire les fibroscopes souples, l'érythroscope souple avec le laser. C'est une technique qui est séduisante, mais ça coûte encore cher. On en dispose en Tunisie, en privé, en étatique. Ça permet, avec les ondes laser, de fragmenter les calculs. Il y a aussi les traitements combinés. On peut combiner la chirurgie avec
la lithotripsie extracorporelle. On peut combiner la néphrolithotomie percutanée avec le laser. Pour la vessie maintenant, les gros calculs, comme je l'ai montré, c'est par la chirurgie. On ne peut pas traiter les gros calculs. On ouvre la vessie, on lève le calcul. On peut aussi faire lithotripsie endovésicale à travers donc ces ondes de choc. Mais c'est une panoplie d'examens, plusieurs moyens de traitement qu'on dispose en Tunisie. Voilà, tout dépend du calcul. Quel traitement pour quel calcul, en fait, aurait dû être ma question finalement. Et on voit que c'est un domaine que vous maîtrisez à fond et que vous pratiquez au quotidien, professeur Elkemel. Professeur Mohamed Jibil, le traitement chirurgical, la grosse chirurgie qu'on connaissait dans le temps, où carrément on ouvrait le rein pour aller extraire le calcul, ça se fait plus, quoi. Disons qu'elle perd sa place. Les indications sont de plus en plus limitées, puisque justement il y a beaucoup de progrès dans toute cette chirurgie éventuellement percutanée. On fait 2 petits trous maintenant, et puis voilà. Maintenant on fait un trou pour la percutanée, et puis on enlève une grande partie du calcul. Alors restent les gros calculs que vous a montré Sérafir tout à l'heure, qui sont impressionnants. Il y a même des centres qui quand même s'attaquent à ces calculs par voie percutanée. Mais ils sont obligés de faire plusieurs trous au niveau du flanc pour aller accéder à ces calculs, à les casser. Et ensuite, ils vont utiliser les endoscopes. Ils vont remonter dans le rein à travers l'urtère pour aller chercher les petits fragments qui sont restés. Donc, le malade est pris en charge, mais ça nécessite plusieurs anesthésies, plusieurs interventions, et donc ça nécessite une immobilisation pendant plusieurs semaines, ça nécessite des dépenses importantes, et parfois on peut se demander si on n'a pas mieux fait de l'avoir opéré de façon classique, d'avoir enlevé le calcul et d'avoir résolu le problème en un seul coup. Donc actuellement en Tunisie, on a de tout petits calculs qu'on traite avec les moyens modernes, mais les gros calculs, on préfère les opérer et libérer le malade en une seule fois. Donc on voit qu'il y a toute une panoplie de traitements possibles. Alors finalement, comment choisir quel traitement pour quel calcul finalement ? Au fait, ça paraît simple parce qu'on dispose de plusieurs moyens thérapeutiques, mais c'est pas aussi simple que ça. Nous, on a pris l'habitude au sein du service d'urologie de Charles-Nicolle de passer tous les dossiers de calcul, de l'ITIAS, au staff, ça veut dire la réunion bi-hebdomadaire des différents médecins du service, jeunes et moins jeunes, et de voir les explorations radiologiques, de discuter quel moyen thérapeutique pour quel calcul, tout dépend de la taille du patient, et d'exposer les différents moyens qu'on dispose et de choisir le moyen le plus adéquat pour ce patient. Et en fin de compte, c'est la décision du staff qui est marquée et qui va être appliquée. Professeur Mohamed Cherif, pour éviter les récidives, est-ce qu'il existe un traitement préventif ? Bien sûr, ça c'est un volet très important de la prise en charge des calculs urinaires. Et d'ailleurs, pendant les concours, on insiste sur ça et des fois on diminue la note des candidats s'ils oublient la prévention. Ah bon ? D'accord. La prévention, ça fait partie intégrante de la prise en charge. Première étape, bien sûr, c'est le traitement. Il faut soulager le patient, il faut enlever le calcul. Et deuxième étape, et la plus importante, c'est la prévention. On sait très bien qu'à peu près 50% des patients vont récidiver dans les 2 années qui vont suivre l'élimination du calcul. Ah bon ? Donc c'est un chiffre fatalement, c'est un chiffre assez alarmant. Donc, s'il persiste à vivre avec cette hygiène de vie qui a créé ce calcul, et s'il ne change pas ses habitudes alimentaires et ses habitudes de vie, il va récidiver, ça c'est évident. D'accord. Si on ne corrige pas l'anomalie organique qu'il a au niveau de l'appareil urinaire, il va récidiver. Donc, le but, c'est pas de juste enlever le calcul, mais enlever le calcul et essayer d'enlever la cause de ce calcul. Tout à fait. Bien sûr, s'il a une cause organique, un problème au niveau des voies urinaires, une malformation, il est né avec une malformation, il faut la réparer. Et après, la prévention pour tous les patients lithiasiques. Bien sûr, il faut boire beaucoup d'eau. Juste un peu d'eau. Et même en cas de colique néphrétique, on boit ? S'il a mal, il faut éviter de boire. Il faut faire une restriction hydrique. S'il a mal, s'il boit, le risque c'est de rompre ses voies urinaires. Il risque de faire une rupture des voies urinaires et ça devient très grave. Il faut surtout ne pas boire pendant les crises. Donc, alors le traitement d'une cause éventuelle, vous avez dit. Tout à fait. Et puis, le régime alimentaire ? Voilà, il faut boire beaucoup. Il faut que la quantité d'urine pendant les 24 heures dépasse les 2 litres. Donc, il faut qu'il boive plus que 2 litres. Ça, c'est valable pour tout le monde, pour tout le monde. Valable pour les patients qui ont un calcul, pas pour tout le mais tout le monde doit boire, de toute façon, le commun des mortels pour éviter plein de choses. Pas autant. D'accord, mais pas pour autant. Quelqu'un qui a fait un calcul, il faut que la quantité d'urine par 24 heures dépasse les 2 litres. Il faut qu'il change l'eau minérale qu'il est en train de boire ou l'eau qu'il est en train de boire. Il ne faut pas qu'il persiste avec une seule eau. Il faut qu'il évite les aliments très riches en sel, très riches en sucre et hypercaloriques. Et bien sûr, quand on récupère le calcul et on analyse ce calcul par l'étude spectrophotométrique, on aura plus de conseils personnalisés à lui donner.
Donc, boire beaucoup limite les risques de récidive, mais alors que faut-il boire et en quelle quantité? Pourquoi changer d'eau minérale? Vous le disiez à l'instant. Alors, que faut-il boire? Tout dépend du calcul qu'on a pu analyser. Les calculs d'acide urique, il faut que le pH urinaire soit alcalin et non pas trop acide. Et en Tunisie, on a une seule eau qui est riche en bicarbonate. Donc, on ne va pas citer la marque. D'accord. Mais est-il vrai que les personnes qui ont des calculs d'acide urique, par exemple, peuvent le faire fondre en buvant du jus d'orange frais? Non, pas du tout. Voilà, idée reçue. Non. Okay. Les calculs d'acide urique, pour arriver à les dissoudre et les éliminer, il faut que le pH urinaire passe d'un pH acide à un pH alcalin. Pour faire ça, il faut qu'on consomme une eau riche en bicarbonate. Ou bien, tout simplement, c'est les sachets de bicar qu'on utilise pour cuisiner. Le bicarbonate de soude? Oui, tout à fait. Qu'on dissout un sachet en 3 litres et boire 1,5 litre par jour. Mais réparti sur les 24 heures. Mais c'est vrai que ça n'a pas un bon goût. Donc, ça peut donner un peu de mal à l'estomac. Donc, les patients n'adhèrent pas beaucoup à cette méthode thérapeutique. Donc ça, c'est pour les calculs d'acide urique. Il faut augmenter le pH urinaire. Pour les autres calculs, il faut boire beaucoup d'eau et une eau qui est pauvre en nitrite, c'est ça? Je prends l'avis de professeur Schwil sur ça. Oui. Pourquoi diversifier l'eau? Au fait, en Tunisie, on a beaucoup d'eau minérale et en général, l'eau tunisienne, elle est très bien. Mais chaque eau minérale, elle est constante. Ça veut dire que ses compositions, elle est constante dans le temps. Si on prend n'importe quelle marque. Toujours la même marque, voilà. Si on revient à 20 ans en arrière, c'est les mêmes composantes. Donc, si on reste sur la même eau, le risque, c'est que les eaux minérales sont riches en un ion par rapport à un autre. On risque d'avoir cet ion qui est bien si on le boit en petite quantité, mais le risque, c'est de l'avoir beaucoup dans le sang, et ça peut être nocif. Le fluor, par exemple, ou le magnésium. Le but, c'est d'avoir un apport qui est équilibré. Et si on persiste à boire une seule eau, le risque, c'est d'avoir un composant beaucoup plus riche dans le sang et ça peut être néfaste et non pas bénéfique. Et là encore, c'est valable pour tout le monde, pas que pour les personnes faisant des lithiases urinaires. Tout à fait. Alors si on récapitulait, professeur Mohamed Chibbil, les mesures préventives, donc pour tout le monde. Donc pour tout le monde, il faut boire des liquides. Et il faut, pour tout le monde qui n'a pas de calcul, s'il arrive à uriner 1,5 litre par 24 heures, c'est bien. Pour celui qui a fait des calculs, il faut qu'il urine 2 litres par 24 heures au moins. Sinon, boire beaucoup de liquides, pas d'excès. Pas de boissons gazeuses, évitez les boissons gazeuses sucrées. Pour les gens qui ont des lithiases, les autres, ils sont libres. Mais pour les gens qui ont fait des calculs, il vaut mieux limiter. Alors je ne dis pas, ne prenez jamais telle chose, mais disons, il faut limiter la consommation de tel ou tel produit. C'est comme les produits laitiers. Alors, il faut limiter la consommation des produits laitiers, mais ne pas l'arrêter, parce que quand on arrête la consommation des produits laitiers, on va développer des calculs d'oxalate. Pas d'excès. Ne mettez pas le sel à table. Ne prenez pas beaucoup de sucre. La viande aussi, il faut en consommer, mais avec modération. 100 grammes de viande par jour, c'est bien. Et tout en sachant que 100 grammes de viande, ça correspond à 2 œufs. Et puis, chose très importante, on recommande aux malades de récupérer le calcul, parce que quand on le récupère, on l'analyse, on sait exactement de quoi il est formé, et là on peut lui donner des conseils très spécifiques en fonction de la nature de ce calcul. Je pense que ça, c'est très important. Il y a autre chose dont il faut tenir compte. Quelqu'un qui a fait un calcul est susceptible de le refaire, donc il faut une surveillance. C'est-à-dire quelqu'un qui a éliminé un calcul, il ne doit pas se dire « Ah, maintenant ça va, je n'ai plus mal » et il ne reconsulte plus du tout. Il faut qu'il y ait au moins une fois par année une imagerie, au moins une radio, vérifier s'il n'y a pas un petit calcul qui est réapparu. Parce que quand le calcul réapparaît et qu'il est tout petit, on peut le traiter par des moyens très peu invasifs. Par contre, si on le laisse évoluer, il peut donner des complications sur le rein. Mais soyons réalistes, professeur Mohamed Chibbil, vous êtes chef du service d'urologie au centre hospitalo-universitaire de Charles-Nicolle. Si vous avez un patient qui se présente en n'ayant aucun symptôme, en allant bien, en venant vous dire voilà docteur je vais bien mais je viens vous voir parce que l'an dernier j'avais fait, voilà vous avez du monde qui attend, vous allez dire écoutez vous n'êtes pas une urgence, voilà. Ah non, pas du tout. Ah non, à chaque malade qui a fait un calcul, on lui donne un rendez-vous de contrôle fixe. Et on lui dit, monsieur ou madame, vous devez toute votre vie faire un contrôle au moins annuel. C'est très important. C'est bien l'hôpital, je le dis toujours. Ah oui, l'hôpital... Faut qu'on vous laisse travailler, faut qu'on vous donne les moyens pour travailler. Et chose qui est notable, c'est qu'en Tunisie, actuellement, la population est très instruite. Sur le plan médical, eh bien, les gens, quand on leur dit « revenez dans 6 mois ou dans 1 an », 90% des cas, dans 90% des cas, ils reviennent
et ils tiennent à leur santé et ils comprennent que le fait de contrôler, de se faire contrôler est bénéfique pour eux et comme ça, ils évitent d'avoir des complications. Je peux ajouter une chose pour la prévention, c'est le fait de boire une tasse de jus de citron par jour. C'est recommandé pour le patient lithiasique, comme vous l'avez dit pour le jus d'orange. Pourquoi ? Parce que l'acide citrique est un inhibiteur de la cristallisation. Il empêche donc la liaison entre les cristaux. Donc, on conseille pour les patients aussi de boire du citron fréquemment. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. En tour de table, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Voilà, des conseils de prévention qui peuvent se rapporter à la lithiase ou autre, mais toujours dans votre domaine de spécialisation, l'urologie. Alors voilà, je vais vous demander à chacun d'entre vous de dénoncer comme ça un mauvais geste, une attitude pouvant entraîner des conséquences graves pour la santé. Et je commence avec vous, professeur Rafiq El-Kem. Merci beaucoup. Donc, il ne faut jamais consulter les charlatans, ce qu'on appelle waga en Tunisie. C'est le fait d'enlever les calculs à travers un fil introduit par la bouche. Ça existe, ça ? Malheureusement, ça existe et beaucoup de gens consultent ces charlatans-là et c'est de l'arnaque. Ils ne peuvent pas enlever les calculs. Au moindre douleur au niveau lombaire, il faut consulter un médecin, soit un médecin généraliste ou un spécialiste. Ça, il ne faut jamais consulter les charlatans et d'enlever les calculs à travers un fil introduit par la bouche. Fais pas ci, fais pas ça. Votre fais pas ci, fais pas ça, professeur Mohamed Choubil. Au cours d'une crise de colique néphrétique, il faut diminuer les apports en eau parce que on risque d'avoir une crise hyperalgique et on peut avoir des lésions au niveau des voies urinaires. Fais pas ci, fais pas ça. Votre fais pas ci, fais pas ça, professeur Mohamed Cherif. Au fait, on a parlé du traitement préventif, on a omis de parler de l'activité sportive régulière, donc fais pas ci, fais pas ça, il ne faut pas de la sédentarité, donc il faut encourager les patients à bouger. On va bouger, bouger. On va bouger, bouger. À faire du sport, surtout les patients qui ont un calcul, qui ont éliminé un calcul. Pourquoi ? Parce que s'il refait un petit calcul avec les mouvements, le calcul peut s'éliminer. Donc on encourage les patients à avoir une activité régulière et constante. Fais pas ci, fais pas ça. Un autre fait pas ci, fais pas ça, professeur Rafiq El-Kem. Donc moi je conseille pour les musulmans le mois de Ramadan, c'est d'éviter de manger trop salé et trop riche en protéines. Le fait de changer nos apports en sel et en protéines, surtout pendant le mois de Ramadan, ça favorise la formation des calculs d'acide urique. Donc pendant le Ramadan, il faut rester les mêmes habitudes alimentaires. On n'augmente pas donc la teneur en viande et en sel. Les gens consomment plus de melh, plus d'olives, plus de fruits secs, plus de viande, plus de briques, tout ça. La deuxième quinzaine, il paraît que les coliques néphrétiques. L'hécatombe, les coliques néphrétiques et puis les ulcères qui se réveillent. Par changement de régime et aussi par diminution d'apport en liquide. C'est clair. Fais pas ci, fais pas ça. Un autre fait pas ci, fais pas ça, professeur Mohamed Choubil. Là, on va changer de sujet, on va passer au tabac. Le tabac, il a beaucoup d'incidence sur l'appareil urogénital. Alors, il y a les tumeurs de la vessie qui sont dues dans 90% au tabac, mais il y a aussi le problème de la fertilité qui peut être induite par le tabac, et il y a aussi le problème de l'impuissance sexuelle. C'est vrai que le tabac peut être la cause de tous ces maux, et je pense que le fait qu'on parle de la puissance et de l'impuissance sexuelle, ça va peut-être décourager beaucoup d'hommes à encore fumer. Mais on leur a dit, on le dit souvent à la radio, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, arrêtez de fumer, voilà. Donc nous en arrivons à la fin de cette émission. Auparavant, je vais vous demander le mot de la fin à vous, professeur Rafiq El-Kem. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association tunisienne d'urologie. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, on annonce notre congrès. J'invite tous les urologues à participer au congrès. Et aussi, j'annonce la tenue du congrès pan-africain en Tunisie en l'an 2021. Nous allons inviter tous les Africains. C'est un événement très important pour la Tunisie et pour l'urologie tunisienne. Merci. Professeur Mohamed Choubil, vous êtes le président de ce 19e congrès national d'urologie qui se tient en ce moment. Votre mot de la fin. Eh bien, je voudrais tranquilliser tous les auditeurs tunisiens sur le niveau de l'urologie en Tunisie. Quand on voit le programme de ce congrès, il est le reflet du niveau de l'urologie en Tunisie qui n'a rien à envier au niveau de l'urologie en Europe ou aux États-Unis.
Merci, professeur Mohamed Chbil. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie au centre hospitalo-universitaire de Charles-Nicolle, président de ce 19e congrès national d'urologie. Merci à vous, professeur Rafiq El-Kemel, chef du service d'urologie au centre hospitalo-universitaire de Kérouan, président de l'association tunisienne d'urologie, l'ATU. Et merci à vous, professeur Mohamed Cherif, trésorier de l'ATU, ancien professeur au service d'urologie de l'hôpital Charles-Nicolle. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, même endroit, même heure, et surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeuch.